Bonjour à tous, ça y est, le congrès du sommeil édition 2022 va commencer. On attend de très nombreux congressistes et puis surtout, je crois que tout le monde va trouver des sessions très intéressantes. Il y a des présentations excellentes et qui laisseront, je pense, un souvenir inoubliable à tous les congressistes. Il y a un record de participation, il y a un record surtout de communication scientifique. On n'a jamais égalé jusqu'à présent le nombre de résumés envoyés à la société et ça montre le dynamisme de notre société et l'intérêt pour les pathologies du sommeil. À l'impact du temps de sommeil chez les enfants et adolescents et notamment à cet impact sur le neurodéveloppement. On sait que les temps de l'enfant recommandés par l'Académie américaine de la santé du sommeil sont d'environ 9 heures pour les enfants de 9 à 12 ans et qu'actuellement les enfants dorment environ 7h45. De nombreuses variables interviennent dans ce temps de sommeil, notamment l'origine ethnique, mais également les revenus socio-économiques. Cet impact est intéressant à observer car on sait que certains troubles, comme le trouble déficit de l'attention et de l'hyperactivité ou TDAH, peut être vraiment impacté par les troubles du sommeil. Et on commence à savoir étudier la directionnalité, c'est-à-dire si l'un impacte l'autre ou si l'autre impacte le premier. L'année 2022 a été très riche au niveau de la recherche fondamentale sur le sommeil. Là, je voudrais vous parler plus particulièrement de ce phénomène de sommeil local, qui est à mon avis quelque chose de tout à fait intéressant dans le développement de notre conception du sommeil. Puisque quand on pense au sommeil, on pense en général à un phénomène global. On est soit tout à fait endormi, soit tout à fait réveillé, et entre les deux, seulement de brèves transitions assez rapides de l'éveil au sommeil. À partir du moment où on rentre dans le cerveau et on va enregistrer l'activité de régions cérébrales individuelles, on va se rendre compte que toutes ces régions ne dorment pas de la même manière au même moment, voire qu'on peut avoir des régions cérébrales dans des états de vigilance complètement différents au même moment et pour de longues périodes de temps. Quelles sont les conséquences de ces phénomènes de sommeil asynchrone sur notre capacité à interagir avec l'environnement, nous réveiller, sur le rêve, sur la fonction de mémoire? Une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas forcément faire l'hypothèse que le cerveau est toujours dans un état homogène à chaque instant de la nuit. Et il y a au contraire sûrement toute une richesse de ce sommeil local à l'intérieur de nos nuits et également à l'intérieur de nos journées. Des actualités Year in Review, j'ai abordé 3 thèmes, le syndrome de Kleine-Levin, l'hypersomnolence centrale et le trouble du comportement en sommeil paradoxal isolé. Le diagnostic d'hypersomnolence d'origine centrale repose aujourd'hui sur des critères diagnostiques qui ne répondent pas forcément à la pratique clinique. Et donc l'étude que j'ai présentée visait à aborder l'ensemble des symptômes, des examens paracliniques et des biomarqueurs sans a priori, en faisant tourner un algorithme automatique de machine et la machine permettait de regrouper des patients qui se ressemblent
Elle distinguait bien la narcolepsie de type 1, mais pour l'hypersomnie idiopathique et la narcolepsie de type 2, elle ne différenciait pas les patients. Et elle faisait des groupes de patients qui se ressemblent, avec plutôt basés sur la qualité du réveil, les durées de sommeil et des biomarqueurs, plutôt que des critères diagnostiques qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça pousse à réviser la classification des troubles du sommeil. Qui ont été publiés l'année dernière. Dans les articles phares, il y a celui qui a porté sur les données des utilisateurs du matelas Withings, avec un nombre de nuits très important, puisque au total 12 millions de nuits ont été enregistrées, avec en moyenne plus de 170 nuits par participant. Et donc ces auteurs se sont intéressés à la variabilité de l'index d'apnée-hypopnée au cours des nuits et ont montré que, en fait, avec une nuit, on rate beaucoup de diagnostics, essentiellement quand les gens n'ont pas de SAS ou ont des SAS très sévères. Et au final, ils arrivent à la conclusion qu'il faudrait enregistrer les gens pendant 15 nuits avec le matelas. Alors bien sûr, cette étude a des limites puisque le device n'est pas parfait en termes de sensibilité et de spécificité. Il n'y avait pas de confirmation par polysomnographie, il y avait un biais de recrutement, mais elle est quand même très intéressante puisqu'elle nous montre l'intérêt qu'on peut avoir à utiliser des dispositifs de diagnostic automatisés qui vont nous permettre de répéter le nombre de nuits d'enregistrement et donc d'affiner notre diagnostic. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un thème qu'on a retrouvé tout au long du congrès, avec des séances dédiées à tous ces nouveaux capteurs, aux polygraphies augmentées, aux dispositifs médicaux connectés, etc. Et qu'on retrouve aussi dans l'exposition technique, avec des très belles startups qui arrivent pour le diagnostic automatisé depuis le smartphone jusqu'au Holter, et puis des entreprises qui sont déjà installées comme le Watchpad et qui vont nous permettre d'avoir des diagnostics sur des canaux alternatifs par rapport à ceux qu'on utilise actuellement. Eh bien ça y est, le congrès se termine, donc l'édition 2022. J'espère que tout le monde a trouvé effectivement ce qu'il était venu chercher. Et on vous attend donc très nombreux de nouveau à l'édition 2023. À très bientôt.